Donc aujourd'hui, nous traitons l'aéronautique sur le sujet de l'encodage RFID au travers du standard ATA-SPEC 2000. Nous sommes le 4 juillet, il est 11 heures. Donc ConnectWeb, c'est une association de professionnels de l'Internet des objets et des technologies sans contact, RFID, NFC, code à barre, QR code, des entreprises qui sont actives autour de services de traçabilité et d'identité digitale des objets connectés sur tout leur cycle de vie. ConnectWeb fédère un réseau de plus de 10 000 sociétés professionnelles qualifiées. Avec une dynamique régionale, nous avons créé des pôles pour nous rapprocher de nos adhérents physiquement, puisque nous organisons sur le pôle régional de l'Auvergne-Rhône-Alpes, de l'Île-de-France et de la région PACA, des ateliers, des événements. Nous participons à des salons avec des prises de parole, donc tout un lot de services dans ces pôles régionaux, mais aussi ouverts à toute la France, au territoire. Un réseau d'acteurs dans de nombreux secteurs, le retail, la santé, le packaging, l'aéronautique, un sujet que nous allons traiter aujourd'hui, les transports, l'agriculture, l'énergie et la grande distribution et tous les secteurs qui utilisent de la logistique ou ces technologies sans contact. Nous proposons une palette de services, notamment sur 3 axes, des actions de communication avec 2 webinaires par mois, une newsletter mensuelle qui fait état de nos nouveautés, des actualités dans le secteur de l'IoT, et puis des annonces de nos adhérents avec des offres de services sur le mois, des salons, des prises de parole, des ateliers auxquels vous pouvez participer avec des tarifs préférentiels. Nous mettons en avant votre parole sur notre site internet et aussi sur les réseaux. Nous avons un compte LinkedIn et nous proposons donc une série d'annonces que vous pouvez mettre en valeur. Des interviews vidéo aussi pour animer et illustrer les propos. Le développement d'affaires donc autour de tarifs préférentiels pour participer à ces événements, des prises de parole, des ateliers. Vous accompagnez aussi dans la réponse aux appels d'offres, hein, des appels d'offres sur les marchés publics hein, avec nos experts, et puis des outils de veille concurrentielle que vous pouvez avoir vraiment à tarif très préférentiel. Des accompagnements projets avec notre communauté d'avis d'experts, des experts sur ces technologies qui accompagnent un lancement de projet sur ces technologies-là, et puis accompagner des plus petites structures en phase de croissance, notamment des startups ou des petites PME. La thématique abordée aujourd'hui, donc, c'est la thématique ATA Spec 2000, un standard que vont nous présenter nos intervenants qui permettent un certain nombre de cas d'usage et nous allons l'illustrer dans l'aéronautique et voir en finale comment mettre en œuvre au travers de cette norme ces technologies de logistique et d'inventaire sur ces objets. Les intervenants, donc c'est Monsieur Vincent Lay, directeur de RFID Discovery France, une filiale de Paragon ID. Andrew Price dans l'aviation, expert pour Paragon ID. David Salou, chef de projet RFID chez STID, Vincent Routaboul, directeur de CIPAM, et moi-même, présidente de ConnectWeb. Je vais donc laisser la parole à Vincent Lay, donc sur le sujet de l'encodage RFID avec ce standard 2000. Vincent, je t'en prie, tu peux... Voilà, merci. Merci beaucoup, Sophie, pour cette première présentation. Donc, effectivement, je suis Vincent Lay, je suis directeur de la division RFID Discovery du groupe Paragon ID. Donc, je vous le dirai plus tard, c'est la division RTLS et géolocalisation. Et je suis accompagné de Andrew Price, qui est notre VP aéronautique, qui prendra la parole pour vous présenter vraiment cette norme en particulier. Donc Paragon ID, c'est quoi? Paragon ID, c'est un groupe international qui a des activités assez européennes et nord-américaines. Donc, on est assez France, Royaume-Uni, États-Unis en implantation. On a un chiffre d'affaires de environ 200 000 euros, 200 millions d'euros
en très forte augmentation. Ça, c'est les chiffres 2022-2023. On a clôturé le 30 juin, donc la semaine dernière. On devrait pouvoir annoncer encore une très belle croissance pour l'année 2024. Et on est organisé autour de quatre activités clés. L'EID, donc l'identification électronique, donc ça va être tout ce qui est passeport, permis de conduire, etc., au moyen de technologies RFID. Transport Smart Cities, donc ticket de métro, pass Navigo, carte Oyster Card à Londres, donc tout ce qui va être sur les transports, valideur, vraiment le transport. Euh, des activités autour du paiement sans contact, avec une très forte IP sur les paiements sans contact, notamment sur des cartes métalliques. Et enfin, ce qui nous intéresse avec Connect Wave, c'est la traçabilité des objets et protection de la marque, donc track and trace. Et donc moi, je suis dans cette division, donc ce petit carré bleu, qui est lui-même divisé en deux parties. On va dire, il y a la partie qu'on appelle IoT, qui va être vraiment l'étiquette, qu'elle soit traditionnelle ou RFID, et la partie Asset Tracking RTLS, qui va être sur les solutions logicielles et l'intégration de l'ensemble de la chaîne de valeur sur la traçabilité. Et donc moi, c'est vraiment sur cette partie que j'exerce, que ce soit sur le continent européen, mais aussi sur une partie plus santé. Donc j'ai une casquette sur vraiment la géolocalisation dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, c'est pas le sujet, c'est pour ça que je viens accompagné d'Andrew, qui est notre VP aéronautique, et donc à qui je passe la parole pour rentrer dans le détail de cette fameuse norme. Merci Vincent. Euh, en fait, je suis anglais et j'ai un petit accent. J'espère que je ne casse pas votre oreille. Paragon ID fabrique des étiquettes de bagages et des étiquettes de bagages équipées de RFID. Nous sommes aussi impliqués dans le suivi et la traçabilité de tous les actifs que vous pouvez trouver dans un aéroport, des chariots à bagages et même les enfants voyageant tout seuls. Nous fabriquons aussi des systèmes et des étiquettes de suivi et de traçability qui pouvons vous dire si l'équipement d'urgence correct est disponible dans l'avion, auditer les gilets de sauvetage, les fournitures médicales, les convertisseurs d'oxygène, etc. Plus directement, pour le passager, nous fabriquons le carte de fidélité et même des passeports. Voilà. J'ai rejoint Paragon ID après avoir travaillé pour IATA et j'ai eu le privilège de travailler avec des personnes comme Chris Marcoux sur Spec 2000. La spécification A4A Spec 2000 est créée par plusieurs entreprises travaillant ensemble sous la direction de la Air Transport Association of America et l'Association internationale des transports aériens, ça c'est IATA, pour toute l'industrie aérienne. L'objectif de Spec 2000 est d'aider à la traçabilité de pièces et l'échange des informations entre les entreprises qui manipulent ces pièces. Pour ce faire, nous avons examiné le moyen de capter automatiquement l'identité d'une pièce. L'identification doit être unique et sûre, et ça c'est très important. Derrière l'identification, il y a des informations que nous pouvons intégrer pour comprendre des choses comme l'utilisation d'une pièce ou combien de fois quelque chose a été réparé. Nous avons vu Spec 2000. Maintenant, nous allons voir pourquoi Spec 2000 est important. Pendant les années 90, il y a une série d'accidents sur le petit avion. Au moins 17 personnes ont perdu la vie dans cet accident. Ils sont attribués à des pièces de mauvaise qualité, des pièces qui étaient peut-être récupérées des autres accidents ou des pièces tout simplement contrefaites.
l'industrie a commencé d'examiner comment nous pourrons améliorer notre logistique et créer la visibility sur les pièces d'avion. L'aviation usait le RFID depuis plusieurs années déjà, et il est donc naturel qu'ils considèrent cette technologie. Ils se sont aussi inspirés par des opérations de la chaîne logistique d'entreprises comme Walmart, qui a commencé déjà à utiliser RFID pour améliorer le process. Il y a des défis uniques dans l'aviation, tels que la grande quantité de métal dans un avion. Il fait qu'il est difficile d'accéder à certaines pièces, que les choses peuvent vibrer pendant le vol. Certaines pièces d'un avion sont baignées dans un liquide et certains de ces liquides ne peuvent pas être mélangés car ils créent un effet corrosif. C'est particulièrement vrai pour les produits de nettoyage utilisés et certains process de nettoyage. Bien que ces défis sont considérables, ils ne sont pas insurmontables. Et c'est pour ça que nous pouvons aider avec notre spécialisation en RFID. Nous pouvons créer des inlays personnalisés pour toute application en fonction de silicon qui correspondent le mieux aux besoins de l'application. Donc, si vous avez besoin d'un ticket à haute mémoire avec un inlay RFID spécifiquement accordé, nous pouvons la fabriquer pour vous. Nous savons aussi pas mal de choses sur la façon d'identifier des objets et d'enregistrer leur emplacement. Donc, nous serons heureux d'aider dans cette domaine aussi. Notez bien, notre spécialisation en RFID, c'est beaucoup mieux que mon français. Maintenant, je passe la parole à Steve, qui va vous présenter les avantages de la spécification 2000 avec plus de détails. Merci beaucoup. Merci beaucoup Andrew et donc bonjour à tous. David Salou, chef de projet au sein de la société Steed. Donc je prends la main sur le partage d'écran. Je pense que ça devrait être bon. Bon, la société Steed, on est une société française qui a 28 ans cette année. On est surtout connu et reconnu comme fabricant de lecteurs de contrôle d'accès, mais aussi de fabricant de lecteurs, antennes et tags RFID dans le milieu de l'industrie. On est donc une société qui fait un chiffre d'affaires l'année dernière de 29 millions d'euros et on est présent sur différents sites dans le monde. On est une société internationale avec des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Émirats arabes unis, Afrique du Sud et autrement en France avec différents pôles de représentation en France. On a à peu près 120 collaborateurs avec un bureau d'études présent en France pour aider au mieux nos différents clients à présenter et à proposer des produits pour ces cas d'usage. On va avoir une particularité en lien avec la Taspec 2000 qui va être la robustesse de nos produits et l'utilisation de nos produits dans des milieux difficiles. Ça a été présenté juste avant dans le milieu de l'aéronautique. On va parler de beaucoup de domaines vibrants avec pas mal d'environnements métalliques ou avec des contraintes assez fortes. Et donc il y a des caractéristiques que nous prenons nativement dans nos différents projets et on accompagne nos différents clients justement à trouver le meilleur tag et les meilleurs compromis pour pouvoir faire l'identification de ces pièces dans leur environnement. Donc du coup, on a parlé rapidement de la Taspec 2000 tout à l'heure. Donc moi, je vais plutôt m'orienter sur un chapitre de la Taspec 2000, qui est le chapitre 9, 9.5, qui va parler plus particulièrement de l'utilisation de la technologie RFID dans le cadre de l'aéronautique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Taspec 2000, c'est
grande norme qui a 17 chapitres. Il y a certains chapitres que vous pouvez récupérer directement sur Internet et d'autres qui sont soumis à licence et qui sont payantes. Le chapitre 9 en fait partie. Le chapitre 9.5 et son annexe est donc un chapitre payant que vous pouvez récupérer auprès des différents fournisseurs de standards. On est à peu près sur 300 pages, donc c'est quand même une bonne norme, et qui va du coup donner toute la standardisation et la normalisation aéronautique pour venir encoder et décoder un tag RFID. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? On va trouver à l'intérieur des exemples et surtout une méthodologie d'encodage pour venir stocker vos informations. L'objectif, comme on disait tout à l'heure, c'est de créer une interopérabilité de la donnée auprès de différents acteurs. Mais ces acteurs ne vont pas communiquer entre eux, en tout cas pas avec le même système d'information, ou même des fois ce n'est pas le même pays. Donc le but, c'est d'avoir des données qui soient interopérables avec ces différents acteurs qui vont venir euh, superviser ou même maintenir la même pièce. Donc, la norme vient introduire une variable qu'on va appeler le TEI, qui est le Text Element Identifier, qui va être donc un acronyme permettant de venir identifier la variable. Cet acronyme-là a été standardisé. On va avoir du coup un dictionnaire derrière qui va indiquer la définition de cet acronyme. Qu'est-ce qu'on peut stocker comme données à l'intérieur? Les caractères minimal, maximal, est-ce qu'on est en alphanumérique, numérique ou autre. Donc ça vient vraiment standardiser cet échange-là pour qu'après un autre acteur, qui n'est pas l'acteur qui a encodé la pièce, puisse récupérer la donnée et l'interpréter. Donc ces TUI, il va y en avoir plusieurs centaines de disponibles, donc c'est pas pour autant qu'on va vouloir les utiliser tous suivant la criticité de la pièce, les caractéristiques de la pièce et, euh, et les règles qui sont aussi mis derrière. Donc l'ATA propose différents sous-ensembles d'encodage permettant de proposer un certain niveau de complexité pour venir identifier votre pièce. On va avoir donc 4 grands formats qui vont être donc du single record tag jusqu'au multi-record tag. Et donc, c'est des standards d'encodage qui vont, pour vulgariser, proposer différents types de données suivant ce que vous voulez faire sur la pièce. Au premier niveau, en single record tag, on va pouvoir le vulgariser avec une carte d'identité. Vous allez pouvoir trouver des informations propres à votre pièce, comme le code cache du fabricant, un numéro de série, un numéro de nomenclature autant ou autre. En tout cas, des données, on va dire, mortes dans le sens où il n'y aura pas de modification de ces données pendant la durée de vie de la pièce. Ensuite, on va avoir donc différents standards comme le dual record tag ou le multi record tag. Là, on va commencer à mettre de la donnée dynamique avec on va appeler le carnet d'entretien et le carnet de santé, qui vont être des termes qu'on utilise au quotidien. Donc, ces données, vous allez pouvoir trouver des historiques de maintenance, vous pourrez trouver des dates de dernière maintenance ou de prochaine maintenance qui vont après dépendre du standard utilisé. Donc, utiliser la Taspec 2000 en lui-même, c'est un premier niveau. Après, ça va être ce standard qui va être intéressant à savoir pour savoir quel va être le niveau de données que vous allez avoir de votre pièce. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus on va vouloir encoder des informations, plus il va falloir un tag RFID avec de la mémoire. Donc c'est là aussi où l'exercice est important, de pouvoir savoir derrière quel type de tag RFID vous voulez avoir, quel espace mémoire vous avez autrement dit disponible pour venir définir le meilleur format d'encodage par rapport à ces données. Et bien sûr, plus on va vouloir une taille mémoire importante, plus le prix du tag aussi va être important. Alors, quels sont les avantages et inconvénients d'utiliser l'Ataspec 2000? Il y a beaucoup d'avantages à l'utiliser, hein. Ça va être surtout l'interopérabilité des données, pouvoir justement communiquer via un même tag auprès de différents acteurs d'entreprise. On porte les données directement sur la pièce et plus sur un système d'information ou sur un carnet d'entretien qui va être mis avec l'installation. C'est aussi une norme aujourd'hui qui a été initiée par l'aéronautique, mais qui est maintenant utilisée et proposée dans plein d'acteurs. Ça peut être dans l'acteur
la défense terrestre aérienne, aussi dans le milieu maritime, de par justement sa polyvalence. On se rend compte qu'aujourd'hui, venir identifier et maintenir des pièces d'avion, on va avoir les mêmes problématiques pour les chars, pour les avions militaires ou pour des navires militaires. Donc, on se base justement sur un standard qui est mondialement connu et qui est mis à jour régulièrement, permettant justement aussi de s'adapter aux contraintes et aux nouvelles règles qui sont mises en place année après année. Donc là, la dernière version de ce standard date de 2023. Vous allez pouvoir aussi choisir votre niveau de complexité d'encodage, comme je disais tout à l'heure, par rapport à ce que vous souhaitez avoir comme niveau de détail de suivi de votre pièce. Il y a quand même quelques inconvénients à utiliser la norme ATASPEC 2000. Le retour d'expérience qu'on a et le premier inconvénient qu'on voit, c'est la complexité d'intégration. C'est un standard qui est complexe, qui demande d'avoir un certain niveau de compétence et il faut pas hésiter, en tout cas, à se faire accompagner pour pouvoir le mettre au mieux en place dans votre système d'information et dans votre chaîne logistique ou de maintenance pour qu'il soit utilisable au mieux. L'utilisation de la haute mémoire aussi peut devenir une certaine contrainte. Le multi-record tag avec des tags en 64 kilobits, ça va être des contraintes assez fortes aujourd'hui pour pouvoir proposer le bon tag et les bonnes méthodologies d'encodage au quotidien pour nos différents clients. Différents cas d'usage qu'on peut retrouver chez différents acteurs. Dans l'aéronautique, on va retrouver beaucoup tout ce qui va être équipement de sécurité. Donc ça peut être les gilets de sauvetage, les masques à oxygène, tout équipement en tout cas pouvant jouer de près ou de loin à la sécurité des passagers. Après, tout équipement en tout cas de l'avion étant aussi soumis à maintenance. Dans le milieu de la défense et le milieu militaire, on va aussi trouver différents cas d'usage pour du suivi d'armement, du suivi d'équipements soumis à péremption comme des flexibles ou autres qu'on trouve dans différents types d'équipements. En tout cas, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur la TASPEC 2000 et sur un suivi auprès de STID, je vous partage en tout cas les coordonnées de l'équipe traçabilité industrielle et n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous par mail ou par téléphone pour qu'on puisse vous accompagner et puis échanger avec vous sur vos différentes contraintes. Et je passe la main donc à la suite à Vincent de CIPAM qui va présenter des cas d'application de la TASPEC 2000 dans différents environnements. Oui, bonjour à tous. Merci David. Je partage mes slides. Alors effectivement, je vais essayer à mon tour de vous apprendre un certain nombre de choses, simplement pour préciser que CIPAM, ben, c'est le petit poussé des trois intervenants. Nous sommes une entreprise qui a vocation à intégrer les systèmes, comme vient de le dire David. Et on existe depuis 30 ans, et depuis 30 ans, on implémente de la RFID chez des clients industriels sur tout type de technologie, tout type d'application. Et on essaie à notre mesure de nous impliquer dans tout l'écosystème IoT et spécialement RFID. Notamment, on intervient auprès de l'AFNOR en tant qu'expert pour rédiger les normes et les revoir. En tout cas, ce qui concerne tout ce qui est système de localisation, IoT, tout ce qui est code à barre et également tout ce qui est RFID. Autre information importante, on est depuis longtemps un acteur chez ConnectWave et avant ça, lorsque ça s'appelait encore le CNRFID. Alors notre métier, comme je disais, ben, c'est nous appuyer sur des compétences et des produits que proposent des sociétés comme Paragon ou STID et de les mettre en œuvre dans un environnement client pour l'identification des produits, pour la gestion des flux et le plus souvent à des fins d'amélioration de la traçabilité des produits. Alors on est spécialiste, comme je disais, depuis 30 ans en RFID, mais pas seulement. Et on s'en sert évidemment pour identifier, pour la traçabilité, mais on le verra en fin de présentation que implémenter des systèmes de codification pour les produits en code à barre ou en RFID ou en d'autres formats permet aussi d'améliorer les processus en interne dans l'entreprise. Alors l'ATASPEC 2000,
pour la mettre en œuvre dans une entreprise. Effectivement, on a vu la théorie, comment ça fonctionne, à quoi ça peut servir, mais pour l'intégrer et pour l'utiliser, il faut d'abord savoir quel support de l'information on va pouvoir choisir. Alors, on a parlé effectivement de beaucoup de RFID, mais dans ce chapitre 9 de la norme ATASPEC 2000, comme l'a précisé David juste avant, il est précisé qu'on peut utiliser les standards de code à barre, les standards de code en 2 dimensions, notamment Data Matrix, ou bien la RFID. J'ai essayé de récapituler dans ce tableau les différentes caractéristiques de chacun des moyens. Donc effectivement, dans le code à barre, on va avoir une capacité de données extrêmement limitée, ce qui permet pas forcément d'exploiter l'ensemble des champs qui peuvent être utilisés dans l'ATASPEC 2000. Un data matrix va pouvoir embarquer un peu plus de données, mais dans les deux cas, on va avoir une contrainte qui est la capture de la donnée avec une ligne de vue. Euh, euh, Dans la RFID, l'avantage, comme ça a été précisé par Andrew, on va avoir la capacité à lire en volume, à lire à travers un emballage, sans être complètement en ligne de vue. Et surtout, on va pouvoir réinscrire des données tout au long du cycle de vie du produit ou de la pièce. Un autre élément dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que les codes, on peut également les graver dans la matière, ce qui peut avoir son intérêt sur des pièces mécaniques. Ici, je vous présente un certain nombre de supports qui peuvent être utilisés, notamment pour la partie implémentation de la RFID. Il faut savoir que la RFID se trouve, comme l'a dit Andrew, sous forme d'étiquette. Là, par contre, il va falloir choisir l'étiquette en fonction du matériau de la pièce sur laquelle on veut coller l'étiquette. Et donc là, on voit que pour coller une étiquette RFID sur une pièce métallique, il va falloir choisir une étiquette spéciale. Ensuite, on va trouver tout un tas de facteurs de forme, de tags durcis qui permettent d'être appliqués sur tout un tas de pièces, hein, que ce soit des pièces métalliques, que ce soit des faisceaux électriques, des tuyaux ou autres. Et enfin, il existe également un dernier moyen, c'est de intégrer directement les tags RFID à l'intérieur des produits. Donc c'est ce qu'on peut trouver dans les pneus notamment, ou alors des tags RFID qu'on peut trouver sous forme de fils et qu'on peut donc intégrer dans des textiles comme ceux qui sont utilisés dans les gilets de sauvetage. Ensuite, une fois qu'on a choisi l'identifiant et le support de l'information, bien évidemment, il va falloir, et c'est toute la richesse de la TASPEC 2000, encoder des choses pour avoir un identifiant et des informations uniques pour une pièce. Alors, le plus facile, c'est d'utiliser un moyen manuel qui permet l'encodage du tag RFID. Ça, on peut le faire de manière connectée à un système d'information à partir d'un code à barre qu'on lit et on encode la même chose dans le tag RFID. Mais également, ça peut être un fonctionnement totalement manuel où on vient saisir ou sélectionner des données à l'écran pour ensuite les injecter dans la puce. Je tiens simplement à souligner et à redire ce qu'a dit David juste avant. En fonction de la quantité de données qu'on veut embarquer dans le tag, il se peut que ça prenne un peu de temps. Donc, il faut être vigilant sur les temps d'opération. Un autre moyen, et c'est là qu'on va commencer à aborder les moyens d'identification et d'encodage automatique, on peut utiliser des étiquettes RFID et les mettre en place de manière automatique à l'aide d'imprimantes et d'applicateurs d'étiquettes. Et là, on va pouvoir trouver tout un tas de moyens d'application de l'étiquette, que ce soit à plat, sur un produit qui a des faces plates, ça peut être autour de câbles comme on le voit sur la vidéo, ça peut être sur le côté, ça peut être sur deux côtés d'un produit, etc. Donc l'idée là, c'est que l'opérateur n'intervient plus
On sait que une bonne partie des erreurs dans la traçabilité sont souvent liées à des opérations humaines. Et donc là, l'idée, c'est simplement de rendre automatique l'ensemble du process d'étiquetage et d'encodage des informations. Et simplement, on peut imaginer que l'opérateur manuellement place la pièce à identifier sous le système d'impression pose, et ensuite tout se déroule tout seul. J'en ai parlé tout à l'heure, un grand nombre de pièces dans l'aéronautique ou d'autres secteurs nécessitent l'identification via une plaque signalétique qui peut être marquée par micropercussion ou au laser. Euh, et pour ça, on va utiliser des machines spéciales qui marquent au laser, qui vont graver directement dans la matière, que ce soit le tag durci, comme on a vu un peu plus haut, ou des étiquettes métalliques, ou également des plaques plastiques ou métalliques quand on n'utilise pas des RFID, mais qu'on vient simplement apposer un identifiant SPEC 2000 sous forme de data matrix. Là aussi, j'ai oublié, c'est un mode de fonctionnement semi-automatique dans le sens où on va graver pièce par pièce et l'opérateur va charger la machine et ensuite on va encoder les informations dans le tag, le graver et le restituer une fois que l'opération est terminée. Une dernière chose sur ce sujet, c'est lorsqu'on a une production en série automatisée, on peut venir également implémenter des systèmes d'encodage ou d'étiquetage automatique sur des lignes automatisées. Là, on va mettre en place des systèmes autour des convoyeurs, comme on peut le voir sur l'image. Néanmoins, cela représente une complexité accrue avec la norme SPEC 2000, puisque, encore une fois, en fonction du nombre d'informations à encoder dans le tag, cela peut prendre plus ou moins de temps. Et en fonction de la proximité des produits sur le convoyeur, il peut y avoir des traitements assez complexes à mettre en œuvre. Euh, Voilà un autre exemple de marquage laser. Simplement pour préciser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on peut également marquer des data matrix directement sur les pièces, comme on le voit ici, que ce soit par laser ou par micropercussion. Euh, Cela présente l'avantage d'une grande durabilité dans le temps. Par contre, évidemment, on ne va pas pouvoir mettre à jour l'information de manière régulière. Alors, comme je disais en préambule, mettre en place de l'identification SPEC 2000 et en particulier la RFID pour ouvrir des champs et des opportunités au-delà de la transmission d'informations entre les parties intéressées dans le secteur de l'aéronautique, de la défense ou tout autre secteur. Donc, comme l'a dit Andrew, les principaux bénéfices de cette norme d'identification, c'est qu'on a un standard partagé entre toutes les parties pour améliorer la traçabilité et faire et transmettre l'information entre toutes les parties. On a dit effectivement que ça permettait de réduire les erreurs et que ça facilite les opérations de maintenance, et également qu'on peut lutter contre les pièces contrefaites. Mais au-delà de ça, et c'est un des enjeux aujourd'hui de la filière aéronautique notamment, puisqu'on sait que les prévisions de fabrication des avions sont exponentielles sur les décennies à venir et qu'il faut renforcer la supply chain pour augmenter l'efficience opérationnelle et donc assurer la cadence de livraison des avions. Pour ça, la RFID peut être un moyen qui facilite les flux, la gestion des flux, notamment parce que une des caractéristiques intrinsèques de la RFID, c'est de pouvoir lire en masse un certain nombre de puces d'identification des objets sans avoir notamment à ouvrir le contenant. Donc un exemple ici, c'est de optimiser les opérations de réception ou d'expédition de produits en masse qui sont conditionnés en palette, en carton, et qui, lorsqu'ils passent un portique RFID, c'est l'image du haut, ou lorsqu'on les passe dans un tunnel
RFID sur l'image du bas, on peut capturer l'ensemble du lot et ainsi faire des transactions automatiques, c'est-à-dire on les rentre en stock ou les sort du stock, mais également on peut faire des opérations de vérification comme la vérification que les références qui sont contenues sont les bonnes, que la quantité est bonne, etc., etc. Un autre exemple, c'est la gestion de configuration ou la préparation de l'eau avant expédition ou en réception. Là, on voit sur les images que la RFID permet de simplifier grandement l'inventaire de toutes les pièces reçues ou à expédier, puisque en quelques secondes, on a la dizaine ou la vingtaine de produits qui sont scannés à la main, sachant que ce process peut évidemment être également fait au travers d'un portique. Le dernier aspect que je voudrais souligner, c'est que dans les opérations pour faciliter ou améliorer l'efficience industrielle, on est parfois, on le sait tous, dans les ateliers à la recherche de pièces ou de produits qui doivent être traités en urgence. Et donc, une puce RFID sur un produit peut servir également à le localiser avec une infrastructure fixe ou, comme l'a présenté, avec un terminal portable. Et cela va fonctionner un peu à l'image d'un détecteur de métaux où on va avancer dans les allées et plus on va se rapprocher de la pièce recherchée, plus le signal sonore va augmenter ou le bar graph va augmenter également. Merci à tous pour votre attention. Merci Sophie, merci ConnectWave pour l'organisation de ce webinaire qui, je l'espère, aura trouvé un public et que ce public y aura trouvé de l'intérêt. Et encore félicitations Andrew pour cet excellent français. Merci à tous donc d'avoir illustré le propos et les avantages de la RFID pour suivre la qualité et la logistique de pièces dans le secteur de l'aéronautique. Nous avons pu voir les enjeux d'efficience, de performance dans ce secteur et de sécurité. Je vais donc prendre les questions qui se présentent de nos auditeurs, justement pour faire l'enchaînement sur la sécurité. Je prends la première question d'Adrien qui nous demande, qui nous fait part que depuis plusieurs années, il existe des puces UHF équipées de moteurs cryptographiques permettant l'authentification forte, l'identification sécurisée, mais celle-ci ne semble pas ou peu utilisée par l'aéronautique alors que la sécurité semble être un driver pour ce marché. Savez-vous expliquer ce paradoxe? Donc, est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à Adrien? Et je prendrai les autres questions par la suite. Je peux essayer un petit peu, c'est pas une chose technique, mais c'est une très bonne question. Et pour moi, la réponse résidait dans l'âge de le système. En fait, lorsque l'RFID a été introduit, la puissance de traitement était moindre de qu'on nous avait maintenant. Et le système cryptographique, c'est un ralentissement le processus de lecture et écrire. Et c'est pour ça, c'est pas largement adopté. Ça, c'est au début. Mais non, je sais pas, peut-être David ou Vincent peut dire quelque chose. Je peux compléter, hein, c'est sûr que il faut pas oublier aussi derrière que le but de l'identification de la TASPEC 2000, c'est de mettre à disposition l'information à différents acteurs, donc faire de l'interopérabilité auprès d'acteurs. Donc c'est sûr que si on met du chiffrement ou en tout cas une authentification forte avec de l'échange de clés pour récupérer l'information, ça veut dire fournir les clés aux différents acteurs et beaucoup plus de gestion là-dessus. Donc c'est sûr que déjà la RFID UHF, de par sa conception, n'a pas été pensée en tout cas comme ça. Il y a eu plutôt de l'action sur de la vérification de l'intégrité de la donnée. Donc être sûr en tout cas que la donnée n'a pas été corrompue. Et ça, il y a plusieurs méthodes que met en place l'ATA qui peut aider à ça. Déjà, ça va être la récupération de différentes banques mémoire dans la puce, en plus, on va dire, des données ATA, qui va être par exemple le tag ID, qui est le numéro de série du tag, qui lui
par sa conception, ne pourra pas être changé, qui permet aussi de vérifier que que le chip à l'intérieur, et en tout cas le numéro de série présent à l'intérieur, est bien conforme à ce qu'on doit attendre si on sait qui est le fournisseur de la puce et quel est le format, en tout cas, de la puce souhaitée. Et après, l'ATA va utiliser une fonctionnalité qui s'appelle le bloc permalloc pour venir bloquer la réécriture de données à certaines zones mémoire définies par la norme. Surtout tout ce qui va être en lien avec du single record ou en tout cas des zones burst, donc qui va être en lien avec des données type carte d'identité, comme je disais tout à l'heure, donc des données qui n'ont pas à être modifiées. Ensuite, à la fin de la donnée, on va avoir un checksum qui va être travaillé, qui permet aussi de pouvoir, pour les acteurs qui savent gérer l'ATA, faire une comparaison entre la donnée récupérée, le calcul de ce checksum et la valeur du checksum présent dans la puce. Voilà. Donc, ce sera plutôt des vérifications de cet ordre-là que, en tout cas, on va dire de l'authentification ou du verrouillage d'accès à la donnée, parce que le but justement de l'ATA, c'est de mettre à disposition la donnée. Donc, voilà. Donc, c'est aujourd'hui ce qui existe d'un point de vue protection de la donnée sur l'ATA. Merci David. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ou compléter? Sinon, je vais passer à la question suivante. Quand vous parlez, donc c'est une question de Claude, quand vous parlez de RFID, est-ce une interface radio spécifique, ISO IEC 18063, ou peut-être utiliser d'autres technologies, LF, HF, RFID, etc. Quels sont les identifiants uniques autorisés pour un single record tag? Vincent a donné un exemple de GIAI, qui est un identifiant GS1, qui est un groupe de standardisation. Peut-on utiliser tout type d'identifiant? Donc, je vais reposer la question parce qu'il y a plusieurs questions dans ce lot. Donc, quand vous parlez de RFID, est-ce une interface radio spécifique ou peut-on utiliser d'autres technologies? Est-ce que quelqu'un veut répondre déjà à cette première? Vous l'avez affiché hein, Oui. dans le chat. Peut commencer David. l'élément de réponse. Donc aujourd'hui, en tout cas, le Dataspec 2000, dans sa spécification, appelle en fait deux possibilités, comme l'a dit Vincent. C'est l'utilisation de l'identification visuelle et code barre. Donc, il fait partie des premiers chapitres du chapitre 9. Et après, dans le chapitre 9.5, où on va vraiment parler de la partie RFID, là, il spécifie vraiment l'utilisation de la RFID UHF sous justement la norme ISO 18063 et le PC classe 1 Gen 2 et le PC protocole pour la standardisation des échanges entre le lecteur et le tag. Voilà. Donc ça va être le prérequis demandé pour l'utilisation de la RFID UHF. Aujourd'hui, sur les autres types de technologies, en tout cas, l'ATA ne met pas d'exigence, en tout cas, pour pouvoir utiliser d'autres types de technologies que celles que j'ai pu citer précédemment. Merci David. Si quelqu'un d'autre veut compléter, n'hésitez pas à prendre la parole. Vincent? Non? Oui, Alors, il a oui. très bien répondu. Mm. Alors, je sais que Claude est un éminent spécialiste. Effectivement, j'ai fait une présentation avec des illustrations qui n'étaient pas forcément en accord avec le standard ATASPEC 2000. Et effectivement, on voit des codes et des identifiants GS1. C'était Mm. simplement Pour illustrer. pour illustrer que c'était Mm. un parallèle, mais effectivement, le contenu est différent. Et pour répondre justement à cet identifiant unique, Oui. l'ATA appelle quand même sur un des standards de GS1 pour l'encodage de l'électronique produit code, qui est l'ADI, l'Aerospace and Defense Identifier. Donc c'est ce standard, cet identifiant unique qui est appelé dans l'ATA Spec 2000 pour venir créer l'unicité de la pièce, on s'entend, pas l'unicité du tag. Et c'est ce standard qu'il faut utiliser pour respecter la norme. Mm. Mm. Donc, il y a un lien avec GS. Alors, une autre question, donc plus sur la formation. On voit la complexité du sujet. Est-ce qu'il est nécessaire d'être formé avant de se lancer dans un projet lié à l'attaque? Et si oui, existe-t-elle cette formation? Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre? Vincent?
Alors, peut-être? je vais répondre. Effectivement, il vaut mieux connaître le, le contexte, etc. Après, la manière la plus facile d'implémenter l'aspect 2000 dans ces process, c'est de faire appel à des spécialistes qui, eux, ont des formations. Je pense pas qu'il existe de formation publique dans les organismes de formation. Par contre, des spécialistes qui mettent en œuvre et qui développent des produits dans le domaine, comme Steed, c'est des gens qui doivent pouvoir intervenir dans des entreprises pour familiariser les équipes avec ce standard, cette norme, et venir en appui pour répondre à toutes les questions d'ordre technique. C'est ce qu'on fait exactement. On a un petit atelier qui est sur une journée qui permet d'avoir euh, voilà, une sorte de premier niveau de compréhension de l'utilisation de la RFID dans l'aéronautique et tout particulièrement sous la Taspec 2000 qui permet voilà, de donner les premiers éléments et une première base de connaissances sur la norme. Après, le meilleur moyen de connaître la norme, c'est de l'avoir entre les mains, de la lire. Après, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est une norme assez conséquente. Donc voilà, après, nous, on a aussi ce devoir de conseil, enfin tous les acteurs présents aussi autour de la table, du fait de notre connaissance sur la table, on a ce devoir de conseil, on accompagne, on accompagne nos clients hein, au mieux sur la compréhension de la norme. Bien, alors ça, je vais poser une autre question sur les lecteurs antennes dans la performance et les préconisations du standard SPEC 2000. Parce que là, on a vu, alors j'ai mis 2000, 2000, SPEC 2000. On a vu la partie tag, la partie lecture, mais lorsqu'il y a par exemple un lecteur antenne dans un environnement pour faire de l'inventaire ou autre, est-ce qu'il y a une recommandation de la SPEC 2000 sur les lecteurs antennes? David? Non, les seules recommandations qu'on va avoir, c'est les normes à utiliser, comme on disait tout à l'heure, donc l'ISO 18063, le PC classe 1.2 et le PC protocole pour pouvoir échanger avec les tags et être conforme à la réglementation. Après, ça va être aussi la euh, les réglementations géographiques hein, d'utilisation des lecteurs qui vont, enfin, la gamme de lecteurs vont varier aussi sur la zone géographique où on se trouve, qu'on s'est utilisé. Donc après, c'est plutôt des prérequis, des analyses que nous, on peut faire aux différents clients qui viennent du bon sens de l'utilisation de la pièce. C'est-à-dire que si la pièce est présente de manière internationale, bouge dans différents pays, d'utiliser donc des tags RFID qu'on va appeler multibandes de fréquences, en tout cas qui puissent être utilisés dans les différentes bandes de fréquences autorisées par la réglementation, qui vont varier suivant si on est par exemple sur la réglementation ETSI pour la réglementation européenne ou FCC pour la réglementation américaine, et donc d'avoir des tags qui sont performants dans les deux zones géographiques. Après, les fonctionnalités présentes, ça va être plus sur, comme je parlais tout à l'heure, du bloc permalloc ou des fonctionnalités qui sont des fois pas présentes nativement dans certaines gammes de lecteurs. Ça, après, il faut voir par rapport au datasheet des lecteurs, est-ce que les différentes fonctionnalités souhaitées pour de l'encodage, surtout pour cette action-là, est bien présente dans le lecteur. Oui, si je peux Très bien. compléter, la réponse est parfaite. Après, il faut aussi se placer côté implémentation, comme je l'ai cité tout à l'heure dans les exemples. Euh, Intrinsèquement, tous les appareils qui sont compatibles ISO 18063 sont des appareils RAIN. Donc RAIN RFID, c'est l'Alliance mondiale des acteurs dans le domaine de la RFID UHF. Pour autant, suivant les caractéristiques qu'on va vouloir avoir, est-ce que c'est de la rapidité, est-ce que c'est un niveau de sensibilité très fort, etc. On va pouvoir choisir des appareils en fonction, parce que même s'ils font toutes les fonctions, ils n'ont pas forcément exactement les mêmes performances en fonction de la puce, en fonction de Bien. l'environnement, etc. Voilà. D'où l'importance de bien regarder les différentes datasheets, voir les fonctionnalités et
la base, c'est ces fameuses normes, et puis après de regarder aussi derrière les différentes fonctionnalités qu'offre le lecteur pour être sûr en tout cas d'avoir les petites particularités que demande l'ATA en plus. Et comme tout Le, projet RFID, il vaut mieux expérimenter avant un petit peu, Tout à fait. tester et ensuite passer à l'action. et se faire accompagner par les bons offreurs de solutions, n'est-ce pas? Par exemple. Comme vous, par exemple. C'est une petite Je chose, mais c'est très important. Andrew. David, il a parlé un petit peu, mais j'ai la même chose dans le système de bagages. J'ai le gens qui demandent est-ce que RFID est utilisable pendant tout le monde? Et c'est absolument important de rappeler que la lecture s'adresse pour la région et le pays, et le tag répond globalement. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important de Mhm. réfléchir parce que j'ai beaucoup de gens qui demandent pourquoi, est-ce que c'est possible de marcher partout? Et oui, c'est possible de marcher partout. C'est juste nécessaire une bonne sélection de readers, une bonne C'est sélection. ça. Et du tag, tout à Exactement. fait. C'est une petite chose, mais pendant mon carrière, c'est beaucoup de gens qui demandent ça. Mm, mm. Alors, on va rester sur le hardware. Peut-on utiliser les étiquettes RFID sur tout type de pièces? Donc, dans l'aéronautique, on a connaissance de beaucoup de pièces métalliques de très haute qualité. Euh, Est-ce que quelqu'un veut répondre sur la nature de ces étiquettes, les formats, notamment dans un environnement très contraint comme l'aéronautique où il y a beaucoup de métal? Ouais, Il peut y avoir des interférences. en fait, c'est toujours possible de créer quelque chose qui marche. De temps en temps, c'est difficile. Quand j'ai fait l'expérience RFID en 96, 90, 96, on a fait une expérimentation pour le bagage qui est plein de pot noodles, instant noodles, le ramen en fait. C'est un noodle qui est enveloppé par le foil aluminium. Et ça, c'est Ah, tellement difficile de lire. Et c'est une petite chose, mais il est toujours les choses qui sont difficiles parce que c'est l'énergie, et c'est le huile qui absorbe, c'est fait une absorption de l'énergie. Même moi, j'ai fait une absorption de l'énergie. Si je mets un RFID ici et je fais comme ça, c'est difficile à lire. Mais c'est toujours possible de trouver une solution et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'expertise sur le webinaire. Mm. C'est, je peux, enfin, que mm. compléter et acquiescer ce qu'a dit Andrew, hein, et ce sera pareil, nous, sur la partie fabrication de tags durcis, on fait pas d'inlay, c'est la complémentarité, on va dire, des différents types de tags, c'est on vient compléter notre catalogue de tags suivant suivant les besoins clients, ce que nous remonte justement chaque caractéristiques et besoins clients. Et derrière, c'est comme ça qu'on a pu aujourd'hui avoir en tout cas un catalogue au fil des années qui a pu grandir et pouvoir proposer un nombre de tags important pour répondre à différents cas d'usage. Alors, on arrive à répondre à beaucoup de cas d'usage. Et les petits cas particuliers qu'on peut encore trouver aujourd'hui, eh ben, on fait comme on l'a fait jusqu'à présent. On travaille sur le cahier des charges, on fait des prototypes, on vient trouver en tout cas la meilleure solution pour identifier la pièce. D'où l'importance d'une bonne rédaction de cahier des charges Oui, pour avoir un scope qui est suffisamment exhaustif tout à par fait. rapport au réel. Et ces Tout à fait. expérimentations qui vont ajuster la Ex- technologie. Exactement. Et après, ben, il y a aussi le retour sur investissement, hein, qui reste aussi toujours important à voir. C'est-à-dire la conception, la création d'un tag, ça a un coût. Ça demande une phase d'étude assez importante et de qualification et de certification. Donc ça va aussi dépendre du cas d'usage du client. Des fois se dire, bon ben, venir créer un tag sur mesure peut avoir de l'intérêt si on a beaucoup de pièces, une criticité forte ou en tout cas une grande valeur ajoutée à venir mettre une identification sur la pièce. Si par contre on se rend compte que la quantité est assez faible et que derrière il va être plutôt
plutôt intéressant de mettre une identification avec un coût assez faible. Bah là, essayer de voir est-ce qu'on trouve pas un compromis, attaque déjà sur le marché ou une autre méthodologie. Donc là, compléter déjà avec de la gravure laser ou du marquage comme a pu présenter Vincent, qui des fois peut déjà suffire à mettre en place une bonne identification, une traçabilité de la pièce avant de tout de suite partir sur de la RFID. Alors, justement, il y a une question sur le prix, hein. Tu viens de l'évoquer. Quel Oui. est le prix des étiquettes et des tags RFID? Donner un ordre de grandeur en fonction d'un volume sur un secteur comme l'aéronautique, par exemple, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Moi, je peux commencer, hein, ça va vraiment dépendre du tag. On va dire, Ou de l'usage, peut-être. ah bah bien sûr, hein, ça va avec, hein, donc, Mm, et de la et des caractéristiques du tag. On va dire, les premiers prix en étiquette avec des, des contraintes assez faibles, on va être l'ordre de la dizaine de centimes, hein, suivant la quantité, et on peut monter jusqu'à des tags qui vont se rapprocher entre 30 et 50 euros pièce, quand on mm, va être sur des tags durcis qui vont pouvoir être soudés directement sur la pièce, ou avec des contraintes de tenue en pression, en haute température, ou résistance aux flammes, ou autre. Enfin, des fois, on mm, peut avoir des contraintes. Certains clients qui nous disent, bah, le tag, il doit pouvoir tenir à des phases de sablage et de décapage. Bon, bah, mm, derrière, mettre une étiquette, bon, on oublie, parce que le sablage et le décapage, l'étiquette va mm, vraiment pas aimer ça. Par contre, un tag durci, oui, mais derrière, bah, ces contraintes viennent jouer grandement sur le prix, mm, sur le prix du tag. tout à fait. Et puis, les volumes seront peut-être moins importants sur des tags durcis par Oui. rapport à du packaging qui demande un volume plus important avec des contraintes plus faibles. Mm. Il est 57, 11h57. Je pense que nous allons libérer nos hôtes pour cette journée du 4 juillet. Et puis, c'est le dernier webinaire de ce début d'été. Nous reprendrons en septembre. Donc, je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour pouvoir être informé sur les différentes thématiques de la rentrée avec les nouveautés que nous mettrons dans notre catalogue. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et vous remercier d'avoir participé. Je remercie nos intervenants, David, Vincent également et Andrew pour son français, ses efforts en français. C'est impeccable. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.